Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence du DAF lui-même, qui a essayé de voler la place du chef, mais on lui a dit que c'était pas une place de DAF, c'était une place de CIA, CIO, CIO, de chef. de chef, et voilà, il n'y a pas eu droit. Alors aujourd'hui, on est début décembre, donc c'est le moment de nos questions-réponses à Charles Gave que vous avez posées soit sur le site internet, dans l'espace questions, soit sur nos réseaux sociaux, sur notre Twitter, entre autres. Donc j'ai pas mal de questions que je vais poser au maître, et il y en a même pour le DAF. Donc, et d'ailleurs, c'est une question intéressante, vous allez voir pourquoi. Normalement, ce que je fais, c'est que j'essaie de commencer par la France et j'ouvre à l'international, mais cette fois-ci, on va faire différemment parce que je vais décider ainsi. Donc, voilà. En tant que co-créatrice de l'Institut des Libertés, j'estime qu'aujourd'hui, nous commencerons par l'international. Non, mais surtout parce que c'est un sujet prégnant et c'est un sujet important parce qu'il nous concerne tous, c'est à nos portes, encore une fois, le Constantinople. Il n'aura pas échappé aux spectateurs que la livre turque a eu des problèmes. La lyre turque. La lyre turque, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? Parce que je me souviens de l'époque de Dexia, donc ça remonte à longtemps, que tu nous expliquais que beaucoup de fonds d'assurance et ainsi de suite étaient pas mal investis dans la lyre turque, que l'Allemagne y était elle-même lourdement investie. Les banques françaises, oui. Voilà. Donc, est-ce que le dévissage de la lyre turque peut avoir un impact sur nos banques qui seraient capitalisées en lyre turque? J'imagine, enfin je ne sais pas, avec les banques on ne sait jamais, mais normalement comme c'est quelque chose qui a commencé il y a 3-4 ans, si mes souvenirs sont exacts. Oui, c'était l'été. C'était l'été, j'avais écrit un papier quelques semaines avant en expliquant que la Turquie risquait de se péter la gueule dans l'Institut des Libertés. Donc si moi je l'ai vu, j'espère que les banques l'ont vu et qu'elles ont au moins provisionné ce défaut. Un défaut possible de la Turquie. Alors, il faut savoir que la Turquie avait un système de financement qui était curieux, mais enfin qui a marché pendant longtemps. C'est-à-dire qu'ils empruntaient beaucoup de dollars parce que les taux d'intérêt étaient bas. On a vu dans des semaines précédentes qu'emprunter dans une monnaie qui n'était pas la monnaie nationale, ce qu'a fait ce pauvre Liban, ce que n'a pas fait le Japon, c'était une très mauvaise idée pour un pays. On n'emprunte jamais dans une devise étrangère. Voilà. Sauf à abandonner sa souveraineté monétaire. Voilà, non mais on est dans l'idée de vouloir conserver une souveraineté monétaire. Voilà. Donc on n'emprunte pas dans une monnaie extérieure. Donc la Turquie empruntait en dollars. L'emprunté en dollars, et un investisseur en Turquie qui avait une croissance très forte. Et elle payait des taux d'intérêt très élevés. Et finalement, si vous faisiez la différence entre le coût des emprunts, la lyre baissait raisonnablement. Mais, en quelque sorte, vous gagniez plus sur ce que vous gagnez en Turquie en lyre que vous en avez besoin d'argent pour payer les trucs en dollars. On maintenait une espèce d'équilibre où, dans le fond, le remboursement était facile. C'est-à-dire, je gagnais du 10% en Turquie, la lyre baissait de 5%, mais j'avais emprunté un 2% en dollars. Donc, en solde, je me faisais 3%, ça marchait très bien. Et puis, les Turcs ont un dirigeant, M. Erdogan, oui, qui ayant été au pouvoir depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, est en train de devenir raide cinglé. Vous savez que c'est curieux, mais... On va minorer peut-être un peu ce propos, est en train de prendre un peu trop de confiance en lui. Et voilà. Il pense qu'il est plus intelligent que les marchés, etc. Mais j'ai remarqué dans ma vie qu'un homme politique qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans, il avait tendance à perdre des pédales. Il semble que 10 ans, ce soit le maximum de duration pour un homme politique avant qu'il ne devienne fou. Et donc ce qu'a fait M. Erdogan, en bon musulman qu'il est, il a décidé que... les Turcs ne devaient plus... ils ne voyaient pas pourquoi les Turcs devaient payer des taux d'intérêt élevés. Et c'était dire au marché, vous savez, je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous empruntez à 3 en dollars, que vous gagnez du 10 en turc et que vous perdez 5 sur le turc, en balance, vous gagnez. Oui, donc il a dit, moi je ne veux plus payer 10 sur le turc parce que c'est trop élevé, ou 20, ou quel que soit le marché. Donc, il a dit aux gens, vous allez perdre du pognon sur vos emprunts extérieurs. Oui, les gens, ils n'ont pas aimé, en fait.
Ils n'ont pas aimé, et surtout, ils ont essayé de couvrir leurs emprunts à fond la caisse. C'est-à-dire qu'ils ont vendu la lire turque comme des malades. Donc c'est une crise de financement extérieur, comme ça arrive souvent, comme l'Argentine en a eu. Poussée aussi par le politique. Mais qui a été déclenchée et maintenue en l'état par le politique. Qui dit, je n'accepte pas cette loi des reins des marchés, en quelque sorte. Est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça ne serait pas une façon pour lui aussi, d'une certaine façon, de chasser les capitaux extérieurs et d'être sûr de ramener son pays un peu dans son idée à l'âge de pierre? Parfois, on a l'impression que c'est ce qu'il voudrait. Avoir le contrôle total c'est fait pour avoir le contrôle à ce moment-là. D'un pays qui, mais ça qui n'aurait... terriblement. Oui, mais bien sûr, mais il s'en fout, lui. Ce qu'il veut, c'est avoir le contrôle. Si tu ne cherches pas un développement monétaire, un développement industriel, un développement, et que tu veux juste un contrôle des populations abruties, tu les as bâtis. Tu les as bâtis, mais en même temps, comme toujours, quand c'est les petites gens qui... Parce que le prix de la bouffe, par exemple, vient de monter de 10, 15, 20%. Oui, mais mets-toi dans l'idée d'un Ceausescu. Tu crois qu'il pense au petit peuple? Oui, mais Ceausescu, il ne passait pas par des élections. Tandis qu'en Turquie, ils ont quand même des nécessités d'élections. Et je crois que les élections, c'est l'an prochain, oui. Mais ils ont déjà gagné. Ça n'a jamais gêné Bouteflika, hein? Non, Bouteflika, non. Mais en Turquie, il y a eu des élections. Et par exemple, le parti au pouvoir a perdu Istanbul et je crois Ankara, c'est-à-dire les deux plus grandes villes, aux dernières élections. Donc, c'est pas du tout certain qu'il va gagner. Les prochaines élections sont dans un an, je crois. Donc, c'est pas du tout certain qu'il va les gagner. Et il est donc en train d'essayer de faire une politique démagogique en diable. Mais je sais pas comment... moi, je sais comment ça va se terminer. Ben, aujourd'hui, les prix de la nourriture sont en hausse de 10% littéralement par jour, ou presque. La lire turque a perdu 50% depuis le début de l'année. Tous les gens qui ont des dettes extérieures se retrouvent dans une situation très difficile. Alors, officiellement, la Turquie a des très grosses réserves d'or. Oui, officiellement. Officiellement. Plusieurs dizaines de milliards de dollars. Oui. Mais avec les personnes qui sont au pouvoir, on n'est pas du tout certain qu'ils ne les auraient pas vendues en douce. Parce qu'il y a aussi une corruption considérable. Le gendre du Premier ministre est quand même... Le gendre d'Erdogan est quand même... Donc on risque de se retrouver dans un monde où quand les créanciers vont appeler les actifs en disant « Bon, ben maintenant, fini la régalade », je ne suis pas certain que les actifs soient toujours là. Et à ce moment-là, le FMI ne va pas être amusé. Donc, il faut bien voir que la Turquie était l'enfant chéri des États-Unis pendant très longtemps, parce que c'était militairement, ça faisait partie de l'OTAN, et c'était en face de la Russie, de l'autre côté de... C'était juste en face de la Russie, donc ça permettait d'avoir la Russie sous surveillance sur tout le flanc sud de la Russie. Et ce serait quand même embêtant si le pays qui a la plus grande armée d'Europe, il faut le savoir, hein, la Turquie a la plus grosse armée d'Europe, si on considère qu'ils sont en Europe, ce dont on peut discuter, faisait faillite. Oui, bah oui. Donc c'est une situation qui géopolitiquement est très instable, dans une zone qui n'est pas particulièrement stable. Vous venez d'avoir une guerre... sur le Haut-Havana, ils ne sont pas intervenus, les États-Unis, en tant qu'enfants chéris. Non, ils ont laissé les Turcs massacrer les Arméniens. Les Arméniens, comme d'habitude. Comme d'habitude. Enfin, nous mais aussi, par contre, les Russes sont intervenus bien sûr. Pour faire arrêter le massacre. Et donc, c'est quand même une zone qui a toujours été un peu comme les Balkans, un endroit où les gens ont une vieille habitude de se mettre sur la gueule, parce qu'il y a des haines rancies qui... Donc, maintenant, en ce qui concerne le système bancaire européen, je sais, de source sûre, que les banques allemandes et les banques françaises sont terriblement présentes là-bas. Je ne sais pas le niveau de protection qu'elles ont acheté. Mais je sais ce qu'il faut savoir. Et donc, si j'étais les auditeurs de l'Institut des Libertés, là, ce que je ferais, c'est que j'irais regarder tous les jours le cours de bourse de l'indice des banques européennes, qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, c'est dans les trucs comme Bloomberg, c'est SX7E. Vous tapez SX7E et vous avez le cours des banques européennes, l'indice des banques européennes. Parce que depuis une semaine, ça dévisse sec. Hein. Ah oui. Ah oui, ça a bien baissé depuis une semaine.
Alors, justement, revenons sur notre bonne vieille Europe telle que définie. Donc, je pense que tout le monde à ce stade a bien compris, parce que ça commence à sortir dans les grands journaux, qu'on allait devant une crise inflationniste qui a été générée, comme on l'a vu avec Marcus Kerber, une vidéo très intéressante que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà le cas, qui a été générée par cette inflation a été générée par des liquidités qu'on a produit. Pour sauver l'euro. Pour sauver l'euro, encore une fois. Bon. Alors, est-ce que tu penses à ce stade, demande Benjamin, que si on remontait les taux d'intérêt, ce qu'il faudrait, ça ferait pas tout imploser? Mais ça ferait tout sauter tout de suite. Ah oui, donc on peut plus. Littéralement, et c'est là où est le vrai problème. C'est là où est le vrai problème, c'est admettons que les États-Unis montent les taux d'intérêt. Aussi, alors, avec le nouveau M. Powell. Le nouveau M. Powell qui commence à se rendre compte qu'il y a vraiment de l'inflation aux États-Unis. Voilà. Parce que là, on se prend inflation plus baisse des taux d'intérêt. Non, mais et plus baisse de la monnaie. Mais je vais essayer d'expliquer ça comme ça. Il faut que vous vous accrochiez parce que ça ne va pas être facile. Hein. Le marché obligataire européen. J'avais des questions sur ça aussi. Oui, le marché obligataire européen a une capitalisation boursière de quelque chose comme 25 000 milliards de dollars. 25 000 milliards. C'est beaucoup. Je crois que le PIB européen doit être de 22 000 milliards. Donc, tu vois, c'est supérieur au PIB. Bon, 25 000. Ça fait 10 ans que tous ceux qui m'écoutent savent que je dis qu'il ne faut plus acheter une obligation européenne parce que vous ne prenez pas le risque. Hein. Donc, si vous pouvez suivre ce conseil, c'est-à-dire si vous n'êtes pas une compagnie d'assurance que l'on force à acheter des obligations pour des raisons réglementaires, bon, vous êtes un individu libre, donc ce que vous pouvez faire, si vous êtes un individu patient, vous attendez que l'obligation arrive à échéance, mettons une obligation à 5 ans, bon, ben, elle arrive à l'échéance, elle est remboursée, vous prenez le pognon et vous en faites quelque chose d'autre. Vous ne la vendez pas parce que c'est mal vu, mais vous prenez quand elle est remboursée et vous allez acheter autre. Cette autre chose peut être soit des actions, soit de l'or. Soit de l'or, soit des obligations chinoises, soit des trucs comme ça, dont on a parlé longuement. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire si d'un seul coup il y a un mouvement de portefeuille, c'est-à-dire que si les gens sortent des obligations sur 25 000 milliards de dollars, s'il y en a 10% qui sortent, 25 000 milliards de dollars, ça fait quand même 2500 milliards de dollars, c'est-à-dire. Oui, mais on a vu la semaine dernière, par exemple, au Japon, que le marché obligataire si les Européens achetaient des actions européennes, il n'y aurait aucun effet. Oui. Mais si les Européens se mettent à acheter des actions américaines, l'euro va se cracher. Oui. S'il n'y a plus de marché obligataire qui se Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le marché obligataire, c'est d'être une réserve de valeur. Ben, si le marché obligataire n'est plus une réserve de valeur, qu'est-ce que vous faites si vous êtes un individu raisonnable? Vous allez chercher une réserve de valeur ailleurs. Ça peut être l'or, ça peut être le marché obligataire chinois, ou ça peut être les actions américaines. Mais à ce moment-là, non seulement l'obligataire européen qui reste, il n'est pas payé puisque les taux d'intérêt sont à zéro. Il n'a pas de dividende puisque c'est une obligation. Il touche zéro. La deuxième chose, c'est que il ne sait pas s'il sera remboursé, si l'euro ne tient pas, peut-être avec l'Italie et la dette, donc il n'est pas certain du remboursement in fine. Alors qu'une obligation, normalement, est une sécurité, donc il a la double peine. Donc il a la double peine. Et troisièmement, la devise dans laquelle cette obligation est cotée se pète la gueule. L'euro. Et donc il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il faut être fou comme un lapin. Il faut être comme, ou forcé de le garder. Oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites quelque chose qui est idiot dans la finance ou dans l'économie, ça a un effet pervers. Donc vous vous précipitez et vous prenez des lois et des règlements pour empêcher les effets pervers de se manifester. Mais le fait que vous empêchiez cet effet pervers, par exemple, les taux d'intérêt zéro pour empêcher l'euro de sauter. Bon, c'est très bien, mais à ce moment-là, ça fait sauter tout le système de retraite. C'est ce que je vais souvent expliquer aussi. Et à partir du moment où le système de retraite... Bon, vous voyez ce que je veux dire, donc, c'est un système qui a vocation à exploser. Il aurait dû exploser déjà 2 ou 3 fois, en 2012 par exemple. En 2008, mais à chaque fois, ils mettent des... Ils bidouillent. Ils bidouillent.
Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas exploser. J'en discutais hier avec Jacques Sapir, que j'ai interviewé ici, et qui, ça paraîtra dans une semaine ou dans 10 jours, c'était très intéressant. Et sa thèse à lui, c'est que maintenant, il va falloir que l'Europe choisisse, littéralement, entre être gouvernée par la loi, c'est-à-dire pas par la démocratie, ou être gouvernée par les peuples. C'est-à-dire, est-ce que la souveraineté appartient à la loi, ce que pense Bruxelles, ou est-ce que la souveraineté appartient au peuple français, hongrois, etc., ce que pensent les populations? Donc, parce qu'à un moment, il va falloir faire le choix, Europe fédérale ou pas. Oui, mais là on y arrive. On y arrive, et le moment du choix politique, ça va être dans les années qui viennent. Alors, ça m'apporte une transition toute trouvée, qui est, imaginons que ce clash... Le problème, c'est que entre ce clash entre l'Europe des peuples et l'Europe de Bruxelles, de la loi, ben, encore que la loi, c'est lui accorder trop de noblesse, parce que il y a une légitimité dans la loi. Oui, voilà. Appelons-la l'Europe des juges. L'Europe des juges versus l'Europe des peuples. Oui. Le problème, c'est que pour moi, cet affrontement est en tapis-noir. Il n'est pas dit, il n'est pas à proprement parler sur la table. Sinon, les gens sauraient qu'il faut le combattre. Pour l'instant, le gouvernement des juges s'immisce, le fait en dessous, se sert de sa position. Ça devient de plus en plus visible, mais ça n'est pas encore une évidence pour tout le monde. Alors, toutefois, attends, si l'Europe des peuples venait à reprendre sa souveraineté pour une raison X, c'est fini, l'euro est fini. Et oui, mais alors, est-ce que pour toi, si on faisait ça, une sortie de l'euro aujourd'hui dans le monde inflationniste qui est le nôtre, puisque là on est au niveau mondial avec les États-Unis et ainsi de suite, quelles conséquences cela aurait pour la France et est-ce que c'est faisable? C'est-à-dire que c'est pas la sortie de l'euro qu'il faut faire, c'est la dissolution de l'euro. C'est-à-dire que si on sort, il se dissoudra. Non, mais il faut, mais justement, il faudra arriver. Enfin, il fera 10 quelque chose. Il tombera. Enfin, il disparaîtra. Allez, il disparaîtra. Il disparaîtra, c'est beaucoup plus facile. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est une question extraordinairement importante, mais je crois que, par exemple, comme Marcus nous l'a expliqué, et comme le DAF est d'accord, comme Marcus nous l'a expliqué, une dette fédérale européenne est anticonstitutionnelle allemande. C'est l'article, je ne sais plus combien, 134. Oui, c'est l'objet des recours de Marcus Kerber depuis 2008. Et donc, si on arrive au moment où il faudra que cette fédéralisation de la dette devienne officielle, qu'on n'a plus le choix, à ce moment-là, le débat entre le juge et le peuple apparaîtra sur le dessus de la table. On verra que ça, en fait. Et c'est là que, bien sûr, la Cour constitutionnelle allemande aura tout son rôle à jouer, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, et si elle botte en touche, si elle dit non, etc., elle est foutue, elle n'a plus aucune crédibilité. Elle peut aussi bien fermer ses portes, quoi, parce que là, c'est tellement évident que c'est interdit par la Constitution. Donc, on arrive au moment où, dans le fond, on a caché sous le tapis, mais maintenant, c'est en train de sortir de plus en plus. Et c'est en train de sortir à un moment, et dans sa traduction politique finale, qui était la volonté de ceux qui ont créé l'euro, d'arriver à une Europe fédérale. Maintenant, où on arrive à une Europe fédérale, où ça pète. Oui, mais alors attends, parce que là, tu n'as pas répondu à ma question. Imaginons, parce qu'on avait fait un dossier sur l'euro. Qui traîne toujours sur le site. Qui traîne toujours et qui est toujours valable. Qui est toujours valable, rien n'a changé depuis 10 ans. Est-ce que, donc, imaginons, ça pète, on dit voilà, on sort, on reprend un franc. Un franc, oui. Donc nous, nos dettes sont libellées en francs. Mais alors attends, parce qu'il y a des tranches. Il y en a certaines qui ont été... si l'euro n'existe plus. Oui, mais il y en a certaines qui ont été émises en euros et qui demandent d'être... Alors si l'euro n'existe plus, mais tu penses bien qu'ils vont s'accrocher comme des pouilleux jusqu'à ce que l'on s'en suive. Mais il faudrait encore que... Si un des bon, là, il faut mettre un taux de change fixe. Non, on ne mettra pas un taux de change fixe, parce que ce serait retourné au drame précédent. Non, ce qu'on fera, c'est qu'on dira, écoutez, la loi Lex Monetae s'applique, et les dettes de la France sont libellées en francs français, quoi qu'on en ait dit dans le passé. Et on sera poursuivi dans les tribunaux français, mais je fais confiance au Conseil d'État pour trouver les arguments qui justifieront que le fait que la loi Lex Monetae s'applique. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Probablement, les monnaies du nord de l'Europe monteront beaucoup, les monnaies du bas baisseront. Nous, on aura une baisse assez forte de notre monnaie vis-à-vis de l'Allemagne, mais on restera probablement au même niveau vis-à-vis de l'Italie et de l'Espagne, et nous deviendrons compétitifs. Alors j'ai une question très technique. Donc si on veut réindustrialiser la France... Voilà. J'ai une question très technique, mais elle s'insère à ce moment-là.
Est-ce que l'Europe peut éviter une crise du déséquilibre du solde de Target 2? Ah ben ça, c'est une question technique, alors. Oui, mais elle s'insère là. Elle s'insère là. Alors, le Target 2, c'est encore un truc, là aussi, il va falloir que vous accrochiez. C'est que dans le temps, si la France avait un déficit, par exemple avec l'Allemagne, au bout d'un certain temps, l'Allemagne disait, vous savez quoi, j'ai pas tellement envie que vous me payiez en francs français, j'aimerais que vous me payiez soit en or, soit en dollars. Donc quand la France avait des déficits extérieurs, au bout d'un certain temps, les Allemands demandaient des réserves de change. Et à partir du moment où les réserves de change commençaient à baisser, ce qui se passait, c'est qu'il fallait que la politique monétaire se resserre, la base monétaire baisse, enfin que la France entre en récession pour, en quelque sorte, libérer des capacités de production pour vendre à l'Allemagne. Bon, donc on avait ça. En fait, quand on commence à vouloir être payé en or ou autre chose que la monnaie nationale, ça envoie un signe fort qu'on est devenu pas très crédible. On est devenu pas très crédible, exactement. Donc à ce moment, bon, ça se passait comme ça. Et à ce moment-là, bon, en général, sous la 4e, on dévaluait, et puis on allait voir avenir, ou même sous la 5e, avant l'invention de l'euro. Bon. Ça n'est plus possible. Donc ce qui se passe, croyez-le ou pas, c'est qu'à la place de donner des actifs français, de l'or, des dollars qu'on aura en réserve, voire des Deutschmark, on donne un bout de papier à l'Allemagne en disant « Tiens, on vous doit de l'argent ». Ça s'appelle les target balance. C'est-à-dire que l'Allemagne, depuis le début de l'euro, a accumulé un peu plus de 1000 milliards de dollars de créances sur la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et qui ont été escomptés par la Banque centrale européenne. Donc les gars dans l'Allemagne, ils ont été payés, et la Banque centrale européenne se retrouve avec des 1000 milliards. Et donc, quand on regarde le bilan, ils ont 1000 milliards de créances sur le sud et 1000 milliards de débit sur le nord, en quelque sorte. Mais personne ne va jamais les rembourser, ces trucs. Oui, c'est ça. Il y a un moment où, quand on doit tellement d'argent à quelqu'un, c'est plus ton problème, c'est le problème de la personne en face. Et là, ça devient leur problème. Ça devient leur problème, mais 1000 milliards... Et alors, ça veut dire un truc intéressant, c'est-à-dire que les Allemands nous ont vendu plein de très belles voitures. Bon, on est très contents. Ou je ne sais pas quoi d'autre, mais surtout des voitures. On est donc très satisfait d'avoir des bonnes voitures allemandes, j'en ai une. Parfait. Et pour ça, quelque part, moi je n'ai pas emprunté pour les acheter, mais la France a emprunté. Elle ne va jamais rembourser. Ça veut dire que les bénéfices qui ont été faits sur la vente des voitures allemandes en France sont des faux bénéfices. Oui, ils ont été... C'est de l'argent emprunté, c'est pas de l'argent gagné. Oui, oui. Et donc, les Allemands ont fait ce qu'on appelle un crédit fournisseur. C'est-à-dire que tu vas voir tes clients et tu leur dis « Est-ce que vous voulez une nouvelle voiture ?» Le type dit « Oui, surtout si je ne la paye pas. Et c'est ce que les Allemands ont fait. Donc tout le monde était d'accord pour s'acheter une nouvelle voiture. Et donc l'Allemagne a gagné plein d'argent, mais c'est de l'argent fictif. C'est pas de l'argent. Nous, on n'avait pas gagné cet argent. On l'a emprunté. Oui, mais bon... ça veut dire qu'il va y avoir une perte dans le système allemand sur ces 1000 milliards qui va devoir être portée sans doute par la Bundesbank. Oui. En plus de la lire turque, en plus de... En plus, c'est ça. Donc, oui, absolument. Et à ce moment-là, si ils prennent une perte de 500 milliards d'euros sur 1000, allez, ou je ne sais pas combien, une moitié, 50%, quoi, ben, les fonds propres de la banque allemande deviennent négatifs, de la Bundesbank. Et tu penses qu'elle est toujours bien capitalisée, la Bundesbank, à ce jour ? Personne n'a 500 milliards de dollars de capital, personne. Donc ça veut dire qu'ils passent... Et là aussi, la Constitution allemande l'interdit. Donc on arrive à un moment où il y a toute une série de trucs qui risquent de nous péter la figure les uns après les autres, quoi. Et les gens me disent, vous avez eu tort parce que ça fait des années que vous dites que l'euro ne va pas tenir. Je leur dis, oui, mais ils ont changé les lois au fur et à mesure. Ils ont introduit des tas de trucs auxquels je ne m'attendais pas. Il faut quand même que le lecteur sache que toute la dette émise par les États européens dans l'euro depuis un an a été achetée par la Banque centrale. Il n'y a pas eu de marché.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un... Oui, quand on dit la France se finance sur les marchés, rien du tout. Rien du tout. C'est la BCE à chaque fois. C'est-à-dire, elle demande à la Société Générale d'aller acheter pour une seconde, et hop, c'est retransféré. Donc en fait, toutes les dettes sont achetées par la BCE. Il n'y a pas d'oncle américain qui arrive... Il n'y a pas une offre de dette et une demande de dette, et on essaye de trouver un prix. En fait, la demande de dette est créée par la BCE, et elle crée de la monnaie à due concurrence de l'argent dont elle a besoin pour... Et ça, c'est inflationniste. Outre que c'est interdit. À l'origine, c'était complètement interdit. Complètement. Alors, donc, on est dans un monde de miroirs, de fake believe. Et c'est très étonnant. Et alors, Alexis Bédu demande quelle va être la réponse que va apporter l'Allemagne à l'inflation en pratique, même si c'est, Marcus nous a expliqué qu'elle était à l'origine de cette inflation, parce qu'à l'origine, il voulait un peu d'inflation pour se... C'était la BCE qui voulait un peu d'inflation, les Allemands, ils voulaient pas. Oui, mais il voulait quand même, dans le jeu, un peu d'inflation pour, soi-disant, relancer la consommation, pour avoir une espèce de... Dans l'idée qu'un peu d'inflation, c'est bon. Voilà. C'est comme attraper un peu la vérole, c'est une bonne idée. C'est une... Être un petit peu enceinte. Être un petit peu enceinte ou mentir un petit peu, vous voyez, c'est des trucs ou voler un peu. Tout ça, c'est la réponse est le peuple allemand va être sous ouvrage, surtout quand il va se rendre compte que ses retraites ne vont pas être payées, ce dont j'ai parlé ici aussi, parce que comment vous payez des retraites quand les taux d'intérêt sont à zéro, puisque la quasi-totalité des actifs des fonds de pension, c'est des obligations de l'État. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une baisse du niveau de vie extraordinaire des retraités en Allemagne. Et ils viennent d'élire une coalition complètement farfelue, qui est au pouvoir, où il y a d'un côté les libéraux, c'est-à-dire des gens comme moi, quoi, mais des vrais libéraux, enfin je veux dire, les FDP, c'est pas de la tarte, c'était des types qui ont vraiment marché, des écolos et des socialistes. Oui, c'est... Alors, et ça va faire un programme de gouvernement, mais je me dis... C'est la maxi-tête télé 7 jours, là, tu peux rien en faire de ça. C'est le nez d'un tel, les yeux d'un tel, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça ressemble à rien. Et voilà, et donc je me dis, ça va être intéressant, parce qu'ils ont une coalition gouvernementale qui est extraordinairement instable intellectuellement, c'est-à-dire comment vous mettez en même temps des libéraux et des écolos, je ne sais pas. Après, ça, c'est le système démocratique en place qui permet... mais ça marche tant qu'il n'y a pas de crise. Oui, c'est ça. On peut prendre le temps de la discussion, mais quelquefois, il faut avoir des attelages rapides, et comme disait Clémenceau, prendre une décision à 2, ça fait déjà un de trop. Ça fait déjà un de trop, c'est ça. Il faut être un nombre impair. Et voilà, donc 3, c'est trop. Mais c'est exactement ça. Donc, j'ai l'impression que je vois arriver... Et quand on a une situation qui est instable comme ça, en général, ça pète pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc qui arrive. C'est horrible à dire parce que ça n'était pas rien, mais l'assassinat de l'archiduc d'Autriche qui déclenche la guerre de 14, à l'aune de l'histoire, c'était rien, mais ça faisait tout le monde, on se mettait sur la bobine depuis 3-4 ans dans toute l'Europe, et on savait qu'on allait vers une crise qui était une crise mercantile quelque part. Qui était une crise de force, de domination. Avec les États-Unis, comme tu l'avais expliqué, qui n'avaient pas pris son rôle dominant. Tout à fait. Et qui ne l'a pas pris pendant encore assez longtemps, pratiquement jusqu'en... Ils ont mis 30 ans à prendre le rôle qu'ils auraient dû prendre. Donc vraiment là, on sent qu'on est à cette espèce de tentative de tout bloquer qui a commencé après, aussi que ça paraisse à la chute du mur de Berlin, quand le communisme s'est effondré, on s'est dit on va faire mieux, donc on a mis des verrous partout, et on sent que ces verrous vont sauter, et ici à Paris, dans nos bureaux, à GAFCAL, on travaille beaucoup sur les mathématiques des catastrophes, alors c'est assez rigolo, c'est-à-dire que par exemple, on le voit très bien pour les avalanches, il se passe rien, et puis il y a une boule de neige qui tombe, qui en fait tomber 5, et puis d'un seul coup, ça fait une avalanche. Ou alors vous mettez un tas de sable comme ça, et puis rien ne se passe, et puis vous mettez le dernier grain de sable, et puis tout s'écroule. C'est un peu ce que prenait Nassim Nicolas Taleb, encore une fois, qu'on cite toutes les semaines. Oui. Vous devez le lire d'ailleurs. Sur le Black Swan. Voilà, c'est ça. Le phénomène du Black Swan, c'est-à-dire le signe noir. Le signe noir, le type qui arrive, il dit mais comment c'est pas possible ça, puis et ça pète. Donc, et à ce moment-là, les économies et les marchés deviennent discontinus. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'on va coter à 10, puis à 9,5, puis à 9 3/4, et puis tu vois, ça va... Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'on est à 10, et puis on passe à 2. Oui. Bien sûr, les phénomènes de panique. On passe du monde continu, linéaire, fait à la marge, à un monde de fractal.
tout se pète. Et donc, la probabilité qu'on ait des fractures augmente de façon exponentielle chaque seconde qui passe, quoi. Dans ce monde fragile. Fragile, mais qu'ils ont rendu fragile. Qu'ils ont rendu fragile. Qu'eux-mêmes rendu fragile. Et est-ce que tu penses que l'immobilier est un actif antifragile aujourd'hui en France? Non. Non. Je ne pense pas, parce que il est à des prix... Ouais, alors après, là, toi, tu réfléchis sur un immobilier parisien qui, évidemment, n'est pas antifragile. Mais si tu étais si sur vous voulez acheter 10 hectares dans la Creuse, à mon avis, c'est bien, ça. Voilà. Ça, c'est antifragile. Mais, et acheter un appartement, je ne sais pas, à Limoges ou à Nancy ou si on vit à Limoges et à Nancy, pourquoi pas, mon Dieu. Oui. Mais si on n'y vit pas, comment tu vas te faire payer par un gars qui sera au chômage? Oui, si on rentre dans une crise. Dans une crise, là, tu lui perds son boulot, et à ce moment-là, pour te faire payer, tu auras les tribunaux, et c'est pas demain la veille que tu vas le trouver. Donc, non, l'immobilier, parce qu'en plus d'une autre raison, c'est que les gouvernements deviennent méchants quand les choses deviennent discontinues, et ils vont taxer le seul actif qui reste, l'immobilier. Donc, on sait que les impôts vont augmenter de façon considérable. Sachant qu'on est déjà dans des tranches hautes. Donc, acheter de l'immobilier pour vous... Si c'est pour vivre dedans. Si c'est pour vivre dedans, avec de la dette en face, très bien. Mais acheter de l'immobilier pour préserver votre... J'avais une vieille tante que j'aimais beaucoup, qui m'a servi de grand-mère, dont je parle souvent, et qui disait que l'immobilier à Paris dans les années 50, 48-50, c'était même pas la peine d'aller chercher le loyer. Parce que les loyers étaient bloqués, le gouvernement intervenait, donc... Quand quelqu'un était chez vous, vous aviez perdu votre appartement, quoi. Ça servait à rien. Donc l'immobilier, non. Les actions, oui. Les actions de bonne qualité, dont j'ai souvent parlé ici. Allez, je vais vous donner un nom au hasard. Hein. Air Liquide, allez. Je reprends avec cette question posée par Benjamin, je crois, Janco. Comment pour toi peut-on justifier la spéculation du fait de l'excès de liquidité sur les matières premières comme le blé, le maïs et ainsi de suite? Toi, en tant que financier dans la grande... les gens sont choqués qu'on puisse quelque part spéculer sur, je pense, ce qui pour eux sont des nécessités vitales comme le blé, le maïs et ainsi de suite. Alors, sachant que Ricardo a fait sa fortune, je crois, sur les spéculations sur les matières premières. Exactement. Alors, il faudrait essayer de... D'abord, il faudrait venir à l'étymologie des mots. Alors, spéculare, je crois qu'en latin, ça veut dire réfléchir. Bon. Alors, imaginez que vous soyez un fabricant de pâtes. Vous regardez la production de blé. Vous voyez qu'à cause de la hausse des prix du pétrole, les engrais vont augmenter... ont déjà augmenté de 50-100%. Donc, vous dites, les paysans qui ne sont pas complètement idiots vont essayer de vendre leur blé plus cher, non? Donc, tu vas acheter du blé futur pour te protéger, toi, dans ta fabrique de pâtes, de la hausse du coût du blé. C'est mal? Tu préférais perdre tout ce que tu veux sur... Si tu as passé des contrats de vente de pâtes à 100 € le kilo ou la tonne ou j'en sais rien, et que tu sais qu'il va monter à 200 à cause d'une politique monétaire débile et qui fait monter le prix du pétrole et les prix des engrais, etc., tu vas dire, si j'ai passé des contrats, il faut que je me couvre pour ne pas perdre sur chaque contrat. Donc tu vas te protéger. Ça, c'est spéculer, c'est réfléchir. Donc il y a des gens, et puis après ça, tu as le gars à côté qui est sur le marché, qui se dit, ben Dieu, tous les marchands de pâtes sont en train de se couvrir, ils savent peut-être quelque chose que je ne sais pas, je vais essayer de gagner un peu d'argent comme ça, mais ça c'est son métier, il fait de la liquidité dans le marché. Donc, si on réfléchit encore une fois au grand coup de pied dans le derrière de Staline ou à la main invisible d'Adam Smith, sans vouloir dire du mal des gens, l'alternative c'est d'empêcher les gens de se couvrir. C'est drôle parce que j'avais un commentateur sur le site récemment qui disait « Oui, votre vision est trop binaire, vous pensez que c'est soit ci, soit ça. » Mais c'est ça. C'est soit le grand coup de pied au cul de Staline, soit la main invisible. Il n'y a pas de système alternatif où l'État serait gentil, aiderait un petit peu. Encore une fois, on ne peut pas être un petit peu enceinte. Donc soit vous laissez les libertés
Soit on est libre, soit on l'est pas. Soit on l'est pas. Et l'idée qu'un État bienveillant interviendrait et permettrait de réguler sous-entendrait déjà qu'ils y comprennent quelque chose. Or, je pense que tout ce dont on discute depuis tout à l'heure tente à prouver qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Donc, quand on est entouré... Ils ont aucune idée des conséquences à moyen et long terme de ce qu'ils font. Oui, donc ils savent pas ce qu'ils font. Si ça leur permet de gagner des élections cantonales la semaine suivante, ils le feront. Voilà. Donc, les raisons pour lesquelles ils font quelque chose n'ont rien à voir avec votre propre bien-être ou, quelque part, la pérennité économique de l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Absolument. Donc l'idée que quelque part ils seraient ce qu'ils font pour le business, entre guillemets, est fausse. D'abord parce qu'ils n'ont pas de compétences sur le dossier, la plupart du temps quand ils interviennent. Donc est-ce qu'on peut se dire au bout d'un moment, laissons les professionnels être professionnels et laissons l'État s'occuper de ce dont il devrait s'occuper, à savoir si on a décidé l'éducation, l'armée, l'état des routes si on l'a délégué. Ce qui m'amène très bien à mon sujet d'après, posé par Armand D. Quelle est ta vision du protectionnisme et penses-tu à ce titre que tout soit privatisable ? Tout soit privatisable, certainement pas. Par exemple, la police, l'armée ne peuvent pas être privatisées. La justice, une justice privatisée, avec le juge qui mettrait aux enchères son jugement, ce serait un petit peu gênant. Non, ou la monnaie. Ou la monnaie. Non, ça ne peut pas être privatisé non plus. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut toujours privatiser là où il y a des gains de productivité possibles. C'est-à-dire sur les voitures, sur les avions, sur les transports aériens, tout ça, vous pouvez faire des gains de productivité, donc la concurrence s'améliore. Mais si vous créez plus de monnaie, ça ne crée pas plus de richesse, il n'y a pas de gain de productivité. Donc privatiser la monnaie, c'est une erreur conceptuelle, mais gigantesque. C'est-à-dire, on peut privatiser en quelque sorte l'actif du bilan, mais privatiser le passif du bilan, ça ne peut pas marcher. Les gens ont beaucoup de mal avec le fait qu'une monnaie ne soit pas privatisable, parce que beaucoup voient dans les bitcoins et les monnaies alternatives actuelles une privatisation dérivée, justement, alors, parce que, bien sûr, il y a toute une frange qui elle-même est assez libertarienne et assez survivaliste, et qui souhaiterait, et je le comprends, étant donné ce qu'ils sont en train de nous faire, sortir d'un système et, comme on dit, voter avec leurs pieds. Sauf que, malheureusement, structurellement, une monnaie ne peut pas être créée ex nihilo, et doit être adoubée à la force weberienne, on dira, de l'État. Eh bien, il faut que quelqu'un, s'il y a des contrats qui sont passés et que les contrats ne sont pas respectés, fasse respecter la loi. Par exemple, le droit commercial. Parce que c'est toujours l'idée que j'ai, moi, effectivement, du Bitcoin. Je me dis, aujourd'hui, un créancier arrive avec une créance en Bitcoin, va voir l'État et lui dit, regardez, j'ai une action directe, on va lui dire, mais vous avez une action directe en Bitcoin, pourquoi vous voulez que je m'en occupe? En tout cas, en Chine, c'est interdit. Et dans toute une série de pays, c'est interdit. Je crois qu'en Inde aussi, c'est interdit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des loyers qui ne sont pas payés. Quelque part, tu vas voir un notaire, tu dis, voilà, ça n'a pas été payé. Tu es obligé de faire un petit procès, machin. Mais enfin, tu as plus ou moins une action directe. Là, je ne vois pas trop comment, en arrivant avec ta créance de Bitcoin, à l'origine, elle soit reconnue comme une créance. Oui, ben, je ne sais pas, en tout cas, quel est le droit commercial. Je ne sais pas non plus, c'est ça la question. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est bon, les monnaies privées, c'est très très bien, mais allez essayer de vendre des monnaies privées au Liban aujourd'hui, qui est dans une mer de noir. Ben, le pauvre, si vous arrivez avec à la limite un billet de 50 €, tout le monde accepte, hein, ou un billet de 50 $, 50 $, tout le monde accepte. Avec un Napoléon, encore plus. Vous arrivez en disant j'ai des bitcoins dans mon ordinateur, manque de peau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, ça va être difficile, quoi. Alors vous pouvez faire tourner votre ordinateur avec un vélo, mais de l'électricité, mais en même temps c'est pas sûr que l'internet soit là. Donc vraiment, il y a toute une série de choses dans cette notion de motion privée qui pour moi est pour moi, comme j'ai souvent dit ici, vous savez, c'est la parabole, c'est plutôt la controverse que Jésus avait eue avec les pharisiens qui demandaient, qui devaient payer les impôts. Et le Christ dit, avec quoi dois-je payer les impôts? Il lui montre une pièce. Et qu'y a-t-il sur cette pièce? Et le pharisien répond, c'est César. Et le Christ répond, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire que César, la monnaie, c'est César. La monnaie, c'est comme ça qu'on maintient une monnaie nationale. Et il ne peut y avoir de démocratie que dans un État-nation. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans une confédération de pays qui se détestent, quoi. Elle ne peut pas avoir la même monnaie. Donc,
la monnaie, c'est César. Il faut bien comprendre que la monnaie et l'État, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. C'est avec cette monnaie que vous paierez les fonctionnaires qui assureront les endroits qui ne sont pas concurrentiels, c'est-à-dire la justice, l'armée, la police, la diplomatie, le cas échéant, la santé ou j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a une mauvaise compréhension presque philosophique de la monnaie derrière. Alors, j'ai Bruno de Montis qui me demande pourquoi y a-t-il des écarts d'inflation dans la zone euro et ne devrait-il pas converger? Logiquement, il devrait, mais les outils de production ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, la France a une économie qui est beaucoup une économie de services. Hein. L'Allemagne a beaucoup une économie industrielle. Bon. Donc, une économie industrielle, les gains de productivité sont assez faciles. Hein. Vous avez été plus de machines et puis la productivité monte. Dans une économie de services, c'est difficile de mesurer la productivité. Hein. Quelle est la productivité dans un hôtel? J'en sais rien. Et ensuite, chacun des indices d'inflation dans la zone euro a des composantes différentes parce que la consommation en Espagne n'est pas de la même nature que la consommation en France ou en Allemagne. Par exemple, en Espagne, il est probable, j'en sais rien, mais il est probable que dans l'indice des prix de détail, le chauffage est beaucoup moins élevé qu'en Allemagne ou en France, parce que les hivers ne sont plus doux, quoi. Donc, à ce moment-là, probablement le chauffage représente que, je sais pas, 7% de la consommation, alors qu'en Allemagne, ça sera peut-être 15%, quoi. Et donc, si le chauffage monte, le taux allemand montera plus que le taux espagnol. Donc, en principe, on fait des indices qui reflètent la consommation locale. Et la consommation n'est pas la même partout. Alors, j'ai une question très très technique de Gauthier Alfonsi, mais je la pose quand même. Est-ce que tu penses qu'il serait utile d'abolir le système de réserve fractionnaire pour empêcher les banques de prêter et de gagner des intérêts sur l'argent qu'elles n'ont pas? Ça, c'est la vieille question du système de banque fractionnaire. Un homme comme Irving Fisher, qui était un homme très éminent, qui était un professeur de Milton Friedman, donc c'est lui qui a un peu inventé, mis en lumière plus exactement la notion de vélocité de la monnaie. Était partisan d'un système où justement les banques prêteraient simplement leurs fonds. Comme autrefois. Comme autrefois. Enfin, même autrefois, elles prêtaient 12 fois leurs fonds. Il y avait une sorte de règle tacite. Mais il faut expliquer d'où ça vient. Oui, alors oui. Il faut expliquer d'où ça vient historiquement, cette histoire, parce que c'est une histoire assez marrante. C'est qu'au Moyen-Âge, les banques ont commencé souvent chez les bouchers. Parce que les bouchers, ils avaient beaucoup de cash flow, ils gagnaient beaucoup d'argent, et donc ils se sont retrouvés avec du fric. Et ils se sont dit, plutôt que de vendre du bœuf, tiens, je vais peut-être prêter de l'argent. Ils ont commencé à prêter de l'argent. Et ils se sont rendus compte que quand ils prêtaient de l'argent, quand quelqu'un mettait un dépôt chez eux, parce qu'il était devenu banquier, il y en avait à peu près simplement 10% qui devaient être remboursés d'année après année. Les types le laissaient, ne s'en servaient pas. Donc ils se sont dit, coup génial, je vais prêter 10 fois, puisque chaque fois on me reprend que 10%. Donc je vais prêter 10 fois les sommes que j'ai. C'est ça le réserve fractionnaire. Mais ça, c'est quand tout va bien. Ça, c'est quand tout va bien. Et de temps en temps, il y a une panique. On dit, le boucher du coin, là, qui est devenu banquier, Médicis, là, il a plus de... Il a plus de fonds, ou alors c'est une grande peste, ou alors c'est la guerre et il faut partir. Ou alors il y a des rumeurs selon lesquelles la banque n'a plus d'or, n'a plus d'argent. Et donc, à ce moment-là, tout le monde se précipite pour retirer son pognon quand il est encore temps. On a une panique bancaire et tout s'écroule. Bon. Moi, j'avais un de mes amis qui était un broker, il y a longtemps, à Hong Kong, et qui un jour me téléphone en me disant « Ouh là là, ça va pas du tout dans cette banque, il y a une énorme queue devant. » Parce que en général, qu'on le savait, que les types faisaient la queue pour aller chercher. Comme ça s'est passé en Grèce. Ou comme ça s'est passé en Angleterre, il n'y a pas très longtemps encore, en 2008. Alors j'ai dit, bon, c'est intéressant. Je commence à prendre un renseignement. En fait, il pleuvait très fort, il y avait un canopy au-dessus. Donc, ouais, c'était. Donc, mais en fait, ça n'avait rien. Le type, il était prêt à lancer une panique. Il dit, alors, je suis en face, je vous assure, il y a une queue. En fait, c'était novembre et il pleuvait à verse. Alors, il pleuvait à verse et les mecs se battent à l'abri en attendant qu'ils ne pleuvent plus. Donc, les paniques peuvent venir de n'importe où. C'est le propre d'une panique. C'est l'élément immatériel qui déclenche le. Donc, ça permet en quelque sorte une transformation assez heureuse du rentier à l'entrepreneur. C'est-à-dire ça permet au banquier d'être en lui-même un entrepreneur en prenant ce risque du crédit, donc d'avoir une marge supérieure.
Donc c'est pas complètement mauvais, mais évidemment c'est très... La plupart des grandes crises financières se passent quand le crédit se crunch de lui-même. Et on appelle ça un écroulement de la vélocité de la monnaie. Donc tout ça, ça rendrait le monde beaucoup plus stable, mais probablement beaucoup plus ennuyeux. C'est comme de ne pas boire, ça. C'est comme de ne pas boire, oui. voilà, c'est ça. Est-ce que... Oui, alors... Et là, pour l'instant, dans la construction d'un portefeuille qu'on a vu la semaine dernière, non, la semaine d'avant, comment construire un portefeuille pérenne. Donc, on a vu d'avoir des actions antifragiles et de l'or. Et des obligations chinoises. Certaines personnes ont été surprises, car elles disent, je ne comprends pas, il y a 5-6 ans, Charles recommandait beaucoup d'avoir des devises. Pourquoi est-ce que j'ai plus de livres sterling et pourquoi est-ce que j'ai pas de francs suisses dans son portefeuille type? Alors, le franc suisse, le problème, c'est que ça coûte la peau des fesses. Il est très surévalué. Enfin, il est peut-être pas surévalué, mais il est haut. Il est haut, mais ça, c'est pas très grave. Mais surtout, il paye encore moins. Il paye encore moins que les autres monnaies. Ben, à partir du moment où quelqu'un vous dit « je veux bien prendre votre argent, mais je vais vous donner du moins 1 ou du moins 2% par an », donc la seule façon d'avoir du franc suisse, c'est littéralement de faire comme... d'acheter des billets de 500 francs suisses et de les mettre dans votre coffre. Parce qu'au moins, ça vous... Là, on ne vous prend pas 1% par an, quoi, ou 2% par an. Oui, mais quelle est la différence avec un Napoléon, alors? Aucun. Aucun, hein? Aucune. Et je préfère avoir du Napoléon. Et pourquoi pas de livre sterling? Parce que pendant un moment, tu disais effectivement, si vous devez avoir des devises... La livre sterling a bien marché depuis 2 ans. Donc, ça a été la meilleure monnaie européenne compte tenu des taux d'intérêt versés depuis 2 ans. Et si tu en as, tu la vends ou tu la gardes, là? Je crois que j'aurais tendance maintenant à la vendre parce qu'elle est à son prix. D'accord. Avant, elle était très sous-évaluée à cause de toutes les bêtises sur le Brexit que les gens disaient. Là, elle est pas mal montée. Parce qu'entre nous, la livre sterling est montée depuis 2 ans. Donc, il ne faut pas le dire, hein, parce que tout le monde sait que ça va très mal en Angleterre. Oui, ça va très mal, on va tous mourir. Donc ils sont tous en train de mourir de faim. Mais pas vraiment. Est-ce que tu penses que la hausse des dépenses de l'État ne serait pas surtout due à la hausse du coût des retraites? Je ne crois pas qu'elle soit capitalisée. Je ne crois pas qu'il dans le budget de l'État, il n'y a pas de... Même en hors bilan? Même peut-être il faut le mettre hors bilan, mais je sais que n'oubliez pas que la dépense de l'État, il n'y a pas d'amortissement des retraites, il n'y a rien du tout. C'est une comptabilité de cuisinière, c'est-à-dire combien rentre, combien sort. Donc le fait que, pour des raisons démographiques, on va avoir plein de n'est pas pris en compte. Absolument pas. Donc en fait, le déficit budgétaire est bien plus grand encore que ce qu'on imagine. Que ce qu'on imagine. Hein. Bon. Est-ce que toi, tu investirais aujourd'hui dans l'uranium? L'uranium aujourd'hui, il est beaucoup monté. Il est énormément monté. Il me semble que j'essaierais de trouver plutôt des investissements dans des sociétés qui savent utiliser l'uranium. Et là, j'ai un grand coup de désespoir de temps en temps parce que je me dis quand même, on avait en France une espèce de joyau incroyable qui s'appelait l'EDF et l'industrie nucléaire, hein, qui était branchée sur EDF, c'était l'envers et l'endroit de la même chose. Et en l'espace depuis Jospin à peu près, on a foutu toute notre industrie nucléaire en l'air et on a foutu l'EDF en l'air en prenant toutes les imbécilités de l'Europe sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une concurrence du prix de l'électricité. Donc on a créé des faux concurrents à EDF qui lui bouffent sa rentabilité. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, si on foutait bien la paix EDF, qu'on enlevait tous les trucs qu'on lui colle, qu'on lui a collé, qui n'ont rien à voir avec EDF, comme subventionner les éoliennes ou j'en sais rien, moi je me bourrerais d'EDF. Oui, mais là, on est dans un monde-ci. Hein. Alors attention, c'est un monde-ci. Parce que... je veux dire, c'est quand même extraordinaire que ces types qui nous gouvernent aient réussi à transformer ce qui devrait être la plus grosse capitalisation de la Bourse de Paris en un truc que personne ne veut acheter, quoi. C'est simplement pour donner la mesure de leur incompétence. Voilà, et enfin j'ai une question fort à propos, qui est un avis du DAF, qui est sorti du champ parce qu'il trouvait que vraiment on prenait trop de temps, qui était est-ce qu'il fallait investir sur la croquette? Et alors, de façon très étrange, figurez-vous, je suis allée voir, parce qu'on en avait déjà parlé ici avec Jean-Jacques Netter, figurez-vous qu'on a 5 milliards, le budget animaux en France représente 5 milliards d'euros, et récemment, les sociétés qui fabriquent des croquettes et du bien-être animal ont eu des hausses de plus de 23% par an. Donc si je devais investir dans la croquette, je pense que le bien-être animal, donc dans la croquette de luxe, hein, dans le marché de bien-être animal, c'est pas complètement idiot si on doit faire de l'investissement de niche, haha, fort à propos.
Et ça se porte plutôt bien le marché. Oui, mais ça, c'est exactement le type d'investissement. Parce que, bon, si les choses vont mal, bon, on va peut-être pas acheter des croquettes de grand luxe, mais on va pas donner des saloperies à cette petite bête. Donc, en effet, on a regardé avec ici de façon quantitative. Si vous voulez investir dans les actions en pensant que tout va aller mal, ce qui est quelque chose qui arrive de temps en temps, ben, si vous voulez, il faut acheter des trucs dans le sucre, parce que quand ça va mal, les gens bouffent du sucre, parce que c'est une façon de oui, c'est du... Oui, il faut acheter de l'alcool, parce que c'est... ouais. Pernod Ricard. Pernod Ricard. Il faut acheter de la bouffe du style Nestlé, etc., parce que ça aussi, ça marche. Donc, il y a une espèce il y a une série de secteurs dans la bourse qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler les besoins primaires. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, par exemple, sauf quand il y a le masque. Alors ça ne sert plus à rien. Ouais, le coup du masque, ça fait du mal. Mais donc, dans les besoins primaires, je mettrais bien les besoins primaires d'affection, parce que comme disait je ne sais plus qui, le chien, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, quoi. Oui, c'est plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Plus j'aime mon chien, ou bien alors si vous voulez avoir un ami à Washington, c'est ce que disent les Américains, achetez un chien. Oui, prenez un chien. Donc eux, on se sacrifiera. C'est une valeur antifragile. Exactement. La bouffe des chiens, c'est une valeur antifragile. Il a l'air très inquiet, la pauvre bête. Oui, il a l'air très inquiet. Voilà, écoutez, ceci conclut donc notre petite séance mensuelle de questions-réponses à Charles Gave. J'espère qu'on aura plus ou moins tout survolé et n'hésitez pas dans les mois à venir à me reposer des questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.